Il s'est étouffé avec son sang avant même que ses intestins n'atteignent sa gorge. D'abord, un morceau de langue s'est coincé dans sa gorge, à moitié sec, sombre, coupé la veille. On le lui a remis dans la bouche, comme pour lui rappeler. Puis, lorsque la peau de son ventre se déchira sous la pression de la ceinture trop serrée, ce qui avait autrefois été les entrailles du roi sortit de son corps. Tout cela ne se passa pas en 1 minute, il étouffa longuement, sans un mot, sans un cri. Avec un seul œil, il surveillait ceux qui se tenaient au pied du trône. Tout avait commencé bien avant, selon les chroniqueurs, qui considéraient la mort comme une conséquence et non comme un processus. Mais en réalité, la mort avait commencé en mars, lorsque le roi Lothar, troisième de la dynastie des Gangelid, n'avait pas pu se lever seul de son lit pour la première fois. Le valet de chambre Philippe nota dans son rapport: Sa Majesté se plaint de froid aux pieds et de douleur à l'aine. Il demande plus de vinaigre et moins de lumière. Déjà, à ce moment-là, le médecin royal Gauthier insistait pour que l'on procède à un lavage intestinal 2 fois par jour à l'aide d'une décoction de vermifuge et de graisse de chèvre. Mais l'inflammation ne disparaissait pas. Le roi perdait du liquide. Sa peau pâlit, ses yeux se creusèrent comme ceux d'un mort. Les rapports indiquaient: le visage est allongé, les pupilles ne réagissent pas, la miction est rare et malodorante. La cour continuait à vivre comme si de rien n'était. Le chancelier continuait ses réunions. La chasse n'était pas annulée. Le bal de la Saint-Éloi s'était déroulé avec des danses et du vin nouveau. Seules les chambres du roi devenaient de plus en plus sombres. Les fenêtres étaient recouvertes de tissus. Les portes restaient fermées. Ceux qui entraient ne s'attardaient pas. L'air était lourd, l'odeur rappelait celle des chiffons pourrissants après un déluge. En mai, le roi cessa de parler, ses lèvres bougeaient, mais personne ne comprenait ses paroles. Son serviteur Jean témoigna: il marmonne quelque chose, et cela se répète comme une incantation. Plus tard, il disparut, la nuit même où le roi tenta de se lever, mais tomba en crachant une substance visqueuse et sombre. Les militaires rapportaient des défaites sur le front. Des révoltes éclatèrent dans le Languedoc. Le duc d'Artois ne se présenta pas au conseil. Les catholiques accusaient les réformateurs. Les réformateurs accusaient les Espagnols. Les Espagnols accusaient tout le monde. Mais le roi n'entendait plus rien. Il regardait le plafond et se mordait la lèvre jusqu'au sang. Personne ne remarqua quand elle se fendit. Seul le bandage sur l'oreiller devint sombre. Quelques jours plus tard, la lèvre se détacha en morceaux. On la cacha sous l'oreiller. Le médecin Gaultier écrivit dans un rapport confidentiel: le pus s'écoule par les pores, surtout au niveau du ventre et des aisselles. Il est dangereux de toucher, les tissus se détruisent, il ne reste qu'une masse collante. Il demanda l'autorisation d'utiliser de la résine, mais l'archevêque refusa. C'est alors que commencèrent les procédures secrètes. On apportait dans les appartements des couteaux fumés, des bandages imbibés de vinaigre, des cuillères en fer. On ouvrait les furoncles du roi. Un jour, quelque chose de gris sortit de son ventre, mais cela ne fut pas consigné. Le médecin mentionna seulement des sécrétions non conformes à la physiologie. En juin, le roi se mit à gémir, sans parole, sans sens. La nuit, on entendait des bruits provenant de la chambre, comme si quelqu'un y déchirait de la chair. Un jour, le garde-Pierre enfonça la porte et entra. On le retrouva plus tard dans l'écurie, dans le fumier,
les yeux crevés. Il eut juste le temps de crier « Il regarde !» et sourit. Le roi fut alors enveloppé dans un drap. Ses yeux étaient effectivement ouverts, mais son visage était immobile. Il était peut-être mort depuis longtemps, mais son corps était encore en décomposition. Une semaine plus tard, lorsqu'un prêtre entra dans la pièce pour asperger le corps, il en ressortit avec des brûlures aux mains. Selon lui, le vin avait bouilli dans le calice. On considéra cela comme une invention, mais la porte de l'aile ouest, où reposait le roi, fut fermée. L'accès était restreint. Les serviteurs furent remplacés. Seules 2 personnes pouvaient entrer, un garçon silencieux avec une urne et une femme âgée de la famille Le Thon, à qui l'on avait donné le nom de gardienne. Ils ne parlaient pas. Ils se contentaient de sortir des chiffons et de les brûler dans la cour intérieure. Les rumeurs se multipliaient. L'un des chanceliers écrivit dans une lettre « Si le corps de Sa Majesté ne brûle pas, il consumera tout ce qu'il aura touché. » La panique s'empara de la capitale. Les gens disaient que le roi était en train de pourrir parce qu'il avait rompu son serment, qu'il avait mangé la chair d'un nourrisson, que des vers vivants et lumineux rampaient sous sa peau. Un serviteur affirmait avoir vu la peau de son ventre se détacher et quelque chose qui bougeait comme un rat sortir de là. Il fut exécuté le lendemain. Au milieu de l'été, les restes de peau du corps du roi commencèrent à se détacher. Sous la peau, il y avait du mucus et par endroits, il n'y avait plus rien. Quand on essaya de le soulever, son dos craqua comme du pain sec. Ses os se séparèrent. Il fallut changer son lit. L'ancien fut brûlé avec le sol. Pendant ce temps, l'assemblée des nobles commença à discuter de l'abdication. Mais la question n'était pas posée ouvertement. Personne ne savait s'il était vivant ou mort. Certains disaient qu'il était mort en mai, d'autres qu'il était habité par le mal, d'autres encore qu'il était immortel et puni par Dieu. Le médecin Gaultier fut interrogé en secret. Il déclara « Son corps n'est pas en décomposition, mais il n'est pas vivant, il pourrit et respire. Ce n'est pas une maladie, c'est une malédiction. » C'est alors que l'archevêque prit la décision de priver le roi de la parole. La raison officielle était de mettre fin aux paroles maudites qu'il murmurait soi-disant la nuit. Sa langue fut coupée en présence de 3 personnes. Il ne cria pas. Il émit seulement un râle. Du pus noir s'écoula de sa bouche. Sa langue fut placée dans une urne et emportée au monastère. Le lendemain matin, les oreilles du roi étaient bandées. Le serviteur chargé de changer les bandages fut retrouvé pendu. Sur sa poitrine, quelqu'un avait gravé au couteau « Maintenant, il entend mieux ». Au cours de la 2e semaine, après l'ablation de la langue et des oreilles, le corps commença à sentir différemment. Ce n'était plus comme de la viande oubliée au soleil, mais comme de la laine pourrie trempée dans un liquide purulent. Les médecins autorisés à examiner le corps insistaient. Cette odeur ne provient pas d'un cadavre, mais de quelque chose entre 2 états. Les rapports utilisaient des termes tels que humidité des murs, noircissement des tapisseries, gouttes à l'intérieur des fenêtres. L'un des aumôniers affirmait avoir vu des filaments ressemblant à de la mucus tomber du plafond. La chair du roi perdait chaque jour davantage sa forme. Cela était particulièrement visible dans le bas de l'abdomen, où une ulcération était apparue après les premières incisions, d'abord de la taille d'une pièce de monnaie, puis
de la paume de la main, avant d'étendre à toute la partie inférieure de l'abdomen. Un liquide trouble s'écoulait de cette ulcération, dans lequel on observait parfois des mouvements. Le chirurgien, appelé en secret de Reims, écrivit dans son rapport: lors du nettoyage, les bords de la plaie ne tiennent pas. La chair est molle, sous la peau, il n'y a que du vide. À sa demande d'utiliser du fer chauffé à blanc, l'archevêque répondit catégoriquement: nous ne brûlons pas un corps couronné, nous prions. Pendant ce temps, de nouvelles gardes étaient postées dans les couloirs du château. Personne, à l'exception des personnes désignées, ne devait même s'approcher de la pièce fermée. Toute tentative d'écoute était punie par l'écorchement des paumes. Ce fut le sort réservé aux plus jeunes scribes de Langres qui affirmaient avoir entendu des pas étouffés et des aboiements derrière la porte des appartements du roi. Lors de son interrogatoire, il ne répétait qu'une seule phrase: il vient toujours. Au cours de la 3e semaine de juillet, le corps a commencé à palpiter. La surface de la cuisse, où la peau s'était détachée un mois auparavant, s'est couverte de gonflements bruns. Des larves blanches en sortaient par dizaines. Certaines restaient sur les draps, d'autres disparaissaient dans les fissures du sol. L'un des infirmiers qui ramassait les vers morts tomba lui-même malade de fièvre et mourut. Son corps fut brûlé sans cérémonie. Le médecin Gauthier nota: ce ne sont pas des vers, ils n'ont pas de tête, mais ils bougent consciemment. Personne ne nommait encore le roi. Dans les documents, il devint le malade suprême, et dans les rapports des diplomates, celui qui est encore couché. Mais tout le monde comprenait déjà que le pouvoir s'échappait. 3 lignées d'héritiers se réunirent au château. Le comte de Lodewig arriva avec sa garde personnelle. Les Bourguignons envoyèrent leurs 2 fils. Les ambassadeurs de Naples proposèrent un compromis: une régence temporaire jusqu'à ce que le corps soit complètement refroidi. Mais l'évêque refusa. Tant que la chair est chaude, l'esprit est présent. Nous ne violerons pas la loi de Dieu. Les serviteurs se plaignaient des plaies qui apparaissaient après avoir séjourné près de la porte des appartements. L'un d'eux montra son dos couvert de croûtes et d'écorchures. Le prêtre dit: ce sont les marques du diable. Les bougies dans le couloir oriental ne s'allumaient pas. Le vinaigre n'avait plus aucun effet. Même les encensoirs en argent étaient noircis. Il fut alors décidé de transférer le corps dans les appartements inférieurs. Mais la tentative échoua. Lorsque 5 gardes entrèrent dans la pièce pour recouvrir le roi d'un manteau et le transporter sur une civière, l'un d'eux se mit à crier: il est vide à l'intérieur. Un autre laissa tomber sa torche. Un incendie se déclara. Il fut rapidement éteint, mais l'odeur s'intensifia. L'un des témoins écrivit dans ses notes personnelles: la pourriture sortait des murs et non de la chair. Après cela, on ordonna de sceller définitivement la pièce. La porte fut murée. On disposa autour des icônes sacrées, on les aspergea d'huile d'olive et on les enfuma. L'archevêque nota: ce n'est plus une chambre, c'est un cercueil. Mais le corps continuait à vivre. Ce mot apparaissait de plus en plus souvent dans les lettres. Le tissu sur le ventre collait aux ulcères, d'où suintait un liquide ressemblant à du blanc d'œuf pourri. Le rapport du moine disait: nous observons une respiration sans souffle. Le drap bouge, mais la poitrine est morte. Plus tard, cela fut confirmé. Le mouvement ne provenait pas de la poitrine. Il venait du bas du ventre.
là où se trouvait la plaie béante. De là sortaient de nouvelles formes qui n'étaient ni des insectes ni des serpents. Un jour, un moine versa du vinaigre dessus, et cela siffla. On essaya d'asperger le roi d'eau bénite, mais elle s'évapora dans l'air. On commença alors les rituels. Des frères du monastère Saint-Remy, qui conservaient d'anciens textes sur la putréfaction vivante, arrivèrent. Ils prièrent pendant 3 nuits. La 4e nuit, l'un d'eux disparut. Le second s'enferma dans une pièce et cria « Son âme est maintenant près de nous !» On le retrouva pendu. Sous lui, un parchemin avec l'inscription « Il n'a pas pardonné ». La reine, officiellement absente de la cour, écrivit une lettre. « J'interdis de toucher le corps sans mon autorisation. Sinon, le sang coulera sur tous. » Cela fut interprété comme une menace. L'un des ducs exigea que la mort soit officiellement reconnue. Le chancelier refusa. Mais dans les notes secrètes, on pouvait déjà lire « Il est mort. Nous avons simplement peur de le dire. » Les derniers jours de juillet furent décisifs. De la vapeur s'échappait de sous la porte. La pierre du sol se fissura. Un serviteur qui se tenait à proximité mourut asphyxié. Le médecin Gautier fut retrouvé dans la bibliothèque, un couteau dans l'œil. Sur son bureau, il avait laissé une note. Ses entrailles ne sont plus à l'intérieur. Cela fit son effet. Un conseil secret fut convoqué. Tous les membres étaient sans leurs épouses, sans serviteurs, sans bougies. Seule une lanterne et 5 témoins étaient présents. Il fut décidé de détruire le corps. Au début, on crut que le corps avait disparu. Lorsque les domestiques ouvrirent la porte scellée et entrèrent dans la chambre, il n'y avait ni odeur, ni reste de chair. Les draps pendaient à des clous tordus. La lumière de la lanterne vacillait, et il n'y avait qu'une profonde empreinte au centre du lit. Le médecin Moriot écrivit « Le tissu est humide, mais vide. Tout autour semble avoir absorbé le liquide, mais le corps n'a laissé aucune trace. » Il se trompait. Les civières apportées pour emporter la dépouille étaient calées par des planches afin qu'elles ne touchent pas le lit. Les officiers appelés pour l'enlèvement se tenaient à la porte et gardaient le silence. Aucun d'entre eux ne s'approcha. Ce n'est que lorsqu'on leur ordonna sous peine de mort que 2 d'entre eux franchirent le seuil. L'un tomba immédiatement, se cognant la tempe contre la pierre. Le second pâlit, fit 2 pas et perdit connaissance. On le transporta au couvent Sainte-Claire, où il mourut peu après. On lui retira la langue de la bouche. Elle était noircie et craquelée. Dans son rapport, l'abbesse écrivit « La parole ne devait pas sortir de sa bouche ». On ordonna alors de coudre le lit tout entier, comme un linceul. Les draps furent roulés comme un sac, attachés avec des cordes et recouverts du blason de la dynastie royale. Le tout fut placé dans un cercueil en cèdre, recouvert d'une couche de cire et scellé par l'archevêque. Mais même après cela, de l'humidité s'échappait du couvercle. Le médecin Ferrand déclara « Ce n'est pas de la sueur de mort, ce sont des sécrétions d'un corps vivant. » Pour avoir prononcé ces mots, il fut expulsé du conseil. Le cercueil fut descendu dans une fosse creusée dans la chapelle Saint-Georges. Au moment où il fut descendu, on entendit un bruit, non pas le grincement du bois, mais comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. On ordonna alors de remplir la fosse de chaux. Au bout d'une journée, la pierre au-dessus se fissura. Un moine venu prier vit une goutte de mucus sur la fissure. Le lendemain matin, elle avait disparu. Mais on le retrouva 3 jours plus tard, debout contre le mur, en train de gratter la pierre avec ses ongles.
On pouvait lire sur les rayures « Je l'entends m'appeler ». Des changements ont commencé dans le palais. Dans l'aile est, toutes les fenêtres ont été scellées. Les pièces ont été données à un monastère. Dans le jardin du château, on a construit une chapelle pour les muets. On y transférait ceux qui avaient fait au moins une fois le service dans les appartements. Presque tous perdirent plus tard l'usage de la parole. L'un d'eux écrivit sur une tablette d'argile. Il ne parle pas avec des mots, il parle à travers la chair. Entre-temps, les héritiers se réunirent en secret. Le comte de Lodewig, le duc de Montfort et deux Napolitains convinrent que le trône était vacant, mais que le reconnaître reviendrait à provoquer un massacre. C'est pourquoi la formulation suivante fut choisie. La volonté suprême réside temporairement hors de la chair. La régence fut confiée au Conseil des Quatre. Le imprimeur royal reçut l'ordre de remplacer le nom du monarque dans les actes par un symbole. Une croix et 3 points. Les historiens écriront plus tard. Pour la première fois depuis l'époque de la peste, le pouvoir devint sans visage. Des rumeurs se répandirent dans la capitale. On disait que le corps n'avait pas été enterré, qu'il gisait dans une salle sous une pierre, que de la mousse poussait sur les murs et que des gémissements s'échappaient du sous-sol. Au couvent Sainte-Catherine, la mère supérieure ordonna que les prières du matin soient récitées 2 fois. La première pour les vivants, la seconde pour apaiser celui qui reste. Des muets apparurent dans les quartiers. Un marchand d'herbes rapporta avoir vendu du mercure noir et du sang d'âne à un groupe d'inconnus. Le lendemain, sa boutique fut incendiée. Au palais, la maladie se propagea parmi les serviteurs. Les uns après les autres, ils se mirent à se plaindre de faiblesse, de plaies humides et de toux. Le médecin de Saint-Lô diagnostiqua une fièvre graisseuse. Mais bientôt, tous commencèrent à avoir des vertiges, à perdre leurs cheveux et à avoir des éruptions cutanées dans le dos. C'étaient les symptômes d'un empoisonnement lent. Le chancelier déclara que la cause était due aux émanations de la pierre funéraire. On fit alors appel à 2 forgerons pour ouvrir la fissure et la refermer. L'un d'eux mourut la nuit même. Le second s'enfuit de la ville en laissant derrière lui un mot. Il est encore chaud et il respire. Dans les rapports des étrangers, des expressions telles que la mort la plus horrible, la pourriture silencieuse du trône, la fin répugnante d'une grande maison commencèrent à apparaître. Les ambassadeurs de la République des 2 nations refusèrent de dîner au palais. Les représentants de la papauté exigèrent des appartements séparés, loin du mur est. Les archives de Lyon ont conservé une note. Nous n'acceptons pas de nourriture si elle a été préparée sous ces plafonds. Pendant ce temps, un nourrisson mourait dans un refuge de la capitale. Sa mère affirmait avoir entendu pendant la nuit une voix appelant l'enfant par le nom du roi. Le corps du nourrisson fut emporté par des moines. Ils ne revinrent pas. La cour envoya une demande au monastère, mais aucune réponse ne fut reçue. Lorsque la chaleur commença en août, une odeur se dégagea à nouveau de sous la pierre de la chapelle. L'archevêque convoqua alors un dernier conseil. Là, à l'aube, dans le silence, il fut décidé de ne pas simplement sceller l'endroit, mais de le détruire. Un constructeur de canas fut appelé. En 2 semaines, il construisit un double mur, boucha l'entrée avec du plomb et la recouvrit de fer. Sur la pierre, il grava les mots « Pas la chair, mais le souvenir ». À partir de ce jour, l'entrée de la chapelle fut interdite.
une rumeur se répandit dans la ville. Si on l'ouvre, il sortira. Le chancelier ordonna d'exécuter 2 personnes pour avoir répandu cette rumeur. Mais dans le journal de la mère supérieure de Saint-Germain, on pouvait lire: Aujourd'hui, lors de la confession, une des filles a dit: Il m'appelle par mon nom, et son nom est le mien. Le silence ne signifiait pas la fin. 9 semaines après la fermeture de la chapelle, une odeur recommença à se répandre dans le couloir sud. Les bougies allumées dans la chapelle Saint-Luc s'éteignaient. La pierre des joints avait noirci. L'un des moines les plus âgés, autorisé à surveiller l'état des voûtes, décrivait dans une lettre privée: Le sol est humide, mais il n'y a pas d'eau. Ces notes furent brûlées. 4 jours plus tard, il disparut. Son lit était vide et son oreiller était couvert de moisissures en forme de main humaine. Dans la dernière note du médecin de Foucault, confisquée mais conservée dans les archives manuscrites de Rouen, on pouvait lire: La chair, privée de langue, d'oreilles et d'entrailles, ne peut se taire. Elle dégage une odeur qui prouve qu'elle existe. Il fut lui-même empoisonné. Les médecins ont conclu à une fièvre hermétique. Cependant, avant sa mort, il se plaignait d'un goût métallique, de sel sanglante et de cécité, symptômes caractéristiques de l'empoisonnement à l'arsenic. La crise politique était désormais ouverte. Le prince de la maison salique revendiqua le trône, invoquant l'absence de volonté vivante depuis plus de 8 semaines. Le duc de Navarre commença à rassembler des troupes. Le maire de Paris reçut l'ordre de préparer un itinéraire d'évacuation pour le Conseil. L'archevêque proposa de déclarer officiellement la reine morte, mais l'Église refusa de sanctifier cette décision sans avoir accès au corps. Dans son rapport, l'évêque de Tours déclara: Nous ne sanctifierons pas la décomposition. Nous ne sanctifierons que la mort. Pendant ce temps, des plaintes commencèrent à affluer des monastères. À l'abbaye Saint-Paul, on découvrit des immondices dans les puits et une odeur nauséabonde la nuit. Les religieuses de l'abbaye Sainte-Catherine affirmaient qu'une des filles avait entendu des chuchotements à travers le plancher. Le prêtre qui célébrait la messe à Saint-Denis raconta que la bougie sur l'autel se brisa comme si elle avait soupiré. Les rumeurs se multipliaient. L'un des scribes s'est suicidé en écrivant: Elle murmure mes rêves. Dans la ville, on disait que la malédiction de la dynastie était désormais dans les mots, dans le silence, dans la nourriture. La viande sur les marchés commençait à pourrir plus vite, l'eau dans les tonneaux tournait en un jour, les enfants naissaient avec des taches. Une marchande d'herbe, prise de panique, s'enfuit de la capitale en laissant sur un mur ces mots griffonnés: Le fruit qu'elle portait est désormais en nous. La nuit précédant la fête de Saint-Barthélemy, les murs de la chapelle se mirent à suinter. Les gardes affirmèrent avoir entendu des bruits à l'intérieur, comme des respirations ou des pas. L'un d'eux est devenu fou, le second a disparu. Lorsque les prêtres sont arrivés le matin pour asperger les allées, ils ont été écartés. L'archevêque a ordonné: Ne touchez à rien, priez à l'extérieur. À partir de ce jour, toute mention du nom de la reine fut interdite. Lors d'un conseil d'urgence, il fut décidé de détruire le lieu. 2 architectes reçurent l'ordre de creuser un tunnel sous les fondations de la chapelle et de la faire s'effondrer. Effrayés, ils exigèrent une garantie écrite que leurs âmes seraient sauvées. Elle leur fut donnée au nom du Conseil des 4. Les travaux commencèrent dans la nuit du 16.
Dès le deuxième jour, l'un des ouvriers mourut, un autre s'enfuit. Le troisième jour, l'outil du maître brisa et le métal blessa son assistant à l'œil. Il mourut dans d'atroces souffrances. Avant de mourir, il dit « Elle regarde depuis la pierre ». Au matin du 21, la chambre était prête à exploser. Mais lors de la première tentative, la mèche ne s'est pas enflammée. On l'a allumée 3 fois. Ce n'est qu'à la 4e tentative qu'un bruit sourd a retenti et que les murs de la chapelle se sont effondrés. Lorsque la poussière s'est dissipée, une vapeur épaisse et lourde s'est échappée des décombres. L'un des témoins, le marquis de Saint-Just, écrivit « Ce n'était pas de la fumée, c'était un souffle, lourd et lent, comme celui d'un animal en décomposition. Il fut empoisonné le lendemain. La cause officielle fut une imprudence dans le bain. La réaction de la cour fut rapide. Tous les documents concernant le corps, la chapelle et les appartements furent confisqués. Les archives de l'aile furent fermées. Les serviteurs qui étaient de service dans le quartier de la chapelle reçurent l'ordre de quitter la capitale. L'un d'eux fut retrouvé mort aux portes de la ville, la langue coupée et les oreilles coupées. Le même jour, le Conseil des Quatre a officiellement déclaré « Le trône est vacant ». Le mot « mort » n'a pas été utilisé dans la déclaration. Un nouvel ordre a été établi. Le pouvoir a été transféré aux princes selon leur lignée. Le nom de l'ancienne reine a été rayé de tous les actes officiels. Même sur la tapisserie qui ornait la salle du sceau, son image fut brûlée et remplacée par une silhouette vide. Le peuple resta silencieux. Mais les moines des faubourgs récitaient des prières pour la protection de ce qui restait. Une nouvelle ligne apparut dans les livres de l'Église. La femme qui n'est pas morte, mais qui ne vit plus. Dans les villages, on commença à allumer des feux purificateurs. Les gens brûlaient les draps, les meubles, voire les murs, si quelqu'un de leur famille avait servi dans l'aile orientale. La peur était totale. Dans un rapport de l'ambassadeur du Portugal, intercepté à Lyon, on pouvait lire « Ils disent qu'elle est partie, mais tous ceux qui l'ont vue savent qu'elle est restée. » Un moine philologue de l'abbaye de Beauvais écrivit dans un traité « Son nom a été effacé, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe plus. Cela signifie que personne n'ose la nommer. L'aile et du palais ne fut jamais reconstruite. À sa place, il ne restait qu'un terrain brûlé, recouvert de sel et recouvert de cire. Des gardes montèrent la garde jusqu'au printemps. Puis, ils disparurent. Certains disaient que la nuit, de la vapeur s'élevait du terrain. D'autres disaient que quelque chose respirait sous la terre. 8 mois après la destruction de la chapelle, l'archevêque mourut. Son corps fut retrouvé dans son bureau. Ses oreilles avaient été coupées. Sa langue avait été arrachée. Sa poitrine était ouverte, laissant apparaître ses intestins. Sur le mur, quelqu'un avait griffé avec ses ongles « C'était la reine ». Ainsi s'acheva la décomposition silencieuse du trône, et commença une époque que les chroniqueurs appelleront plus tard le temps du vide. Car il était là, mais personne n'osait dire qui il était.